présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis Mathieu Bonnet, je suis le dirigeant et le fondateur de Yago. Je suis aussi le géo de cette jolie équipe que vous voyez un peu derrière. Le but de cette matinée, c'est il y a plusieurs buts. Il y a un premier, c'est de vous montrer ce que font les entreprises qui ont choisi de passer à l'action sur l'expérience candidat et de vous montrer que c'est possible et qu'à partir des constats et des chiffres que chacun peut avoir dans son entreprise, on puisse prouver que passer à l'action, c'est possible sur l'expérience candidat et pas simplement être sur des « il faudrait » et « on a qu'à » et ça serait chouette de faire ça pour nos candidats. Un des deuxièmes buts derrière, c'est pas grave. C'est aussi que vous puissiez, il y a une partie de l'équipe Yago qui est là, donc l'équipe tech, l'équipe de production, donc l'équipe qui répond aux candidats de nos clients, et que vous puissiez discuter avec eux, parce que ce sont des humains qui s'occupent de vos candidats. Et c'est fondamental de créer aussi ce moment un peu chouette dans un cadre joli, pour qu'on puisse recréer un peu de relations humaines. C'est pour ça qu'on a choisi de ne pas broadcaster l'événement. Il y aura une vidéo à la fin, mais on a choisi de ne pas faire de live, pas de faire de l'hybride, de pouvoir privilégier la rencontre entre les gens. Du coup, on attaque sur la table ronde, si ça vous va. On a 3 quarts d'heure, 50 minutes, je dirais, pour pouvoir échanger et avoir les témoignages de 3 entreprises. Je vais vous présenter tous les 3, mais je vais vous laisser après la main pour attaquer. Je vais commencer par Virginie et par le travail que l'équipe de marque employeur et de recrutement de Saint-Gobain peut faire. Pendant longtemps, Saint-Gobain, ça a été une vieille dame un peu endormie. C'était un peu, c'est la plus vieille entreprise de France. Ça, quand même, ça vaut le coup de le dire. Et il y a un truc il y a une équipe qui est passée à la tête de la marque employeur et du recrutement il y a 2 ans et demi, 3 ans, et qui a réussi à en faire une belle au bois dormant, à se révéler sur la marque employeur groupe, à se révéler sur les activités de distri, les activités de retail, et à être hyper visible aux yeux des candidats. Et du coup, c'était hyper intéressant pour vous de pouvoir avoir Virginie qui est là aujourd'hui pour vous témoigner sur ce qui s'est passé. Deuxième cas assez sympa, Bouygues Télécom. Ça ne vous a pas échappé, il y a quelques années, il y a eu l'arrivée d'un 4e opérateur qui a bousculé l'ensemble du marché des télécoms. Il y a eu un arrêt complet des recrutements dans une entreprise de la taille de Bouygues Télécom pour faire face à des enjeux sociaux de PSE et de limiter limiter les charges fixes, parce qu'il y avait ce 4e concurrent qui venait d'arriver. Du coup, toute l'entreprise a pris du retard sur cette évolution qu'il pouvait y avoir sur la marque employeur, sur les process de recrutement, sur les attentes des candidats. Et c'est pareil, donc, Marion et son équipe ont pris le taureau par les cornes, je dirais il y a 2 ans, 3 ans, sur le fait de faire rattraper à Bouygues Télécom tout le retard qu'ils avaient pu accumuler depuis 7 ans, 8 ans, 2012. Ok, 10 ans, ça leur a mis pas. 12, 11 ans. Et du coup, c'était hyper intéressant de pouvoir vous faire témoigner Bouygues Télécom sur comment est-ce qu'on rattrape ce retard et comment est-ce qu'on fait évoluer toute une entreprise et toutes les pratiques de recrutement avec parfois des récalcitrants, parfois on a toujours fait comme ça, parfois des gens qui sont restés sur des photos de justement 2012 sur l'expérience candidat et la marque employeur. Et alors, sur Decathlon, du coup, Arnaud qui est là aujourd'hui, normalement ça aurait dû être Kamel Medjabra, que vous connaissez peut-être, qui s'occupe de la marque employeur Decathlon France. En l'occurrence, il a dû intervenir auprès du dirigeant France de Decathlon parce qu'il y a un déplacement de ministre dans une école et il fallait qu'il l'accompagne. Et très gentiment, Arnaud, de Decathlon United, donc qui est Decathlon Group, et qui a une vision plus large et même à l'échelle du monde sur les pratiques de recrutement, a accepté de le remplacer. Et en plus de ça, vous allez avoir et la notion France
et comment on fait évoluer les choses au niveau d'un groupe international comme Decathlon. Donc merci Arnaud d'avoir remplacé Kamel au pied levé. Si ça vous va, on attaque. Je vais laisser un peu présenter chacun les enjeux et comment ils s'adressent. Je vous laisse peut-être aussi donner vos parcours, parce que c'est intéressant pour unitairement chacune des personnes qui sont ici de savoir qu'est-ce que vous avez fait dans la vie avant d'arriver là, et quels sont vos backgrounds, et donner le contexte chez chacun. Virginie, je te laisse attaquer. Bonjour à tous. Donc moi c'est Virginie Chevriot, je travaille chez Saint-Gobain, donc je suis rattachée à la DRH de Saint-Gobain en France et je m'occupe de la marque employeur et de la politique jeune dans l'équipe Talent Acquisition de Saint-Gobain. Donc Saint-Gobain, comme l'a dit Mathieu, c'est une belle endormie, on a plus de 350 ans. Et pour autant, c'est une des entreprises les plus innovantes au monde. On est présent dans 75 pays avec 170 000 collaborateurs. Et en France, on est 45 000 collaborateurs. Donc juste pour vous redonner le périmètre de Saint-Gobain, Saint-Gobain conçoit, produit et distribue des matériaux de construction pour le bien-être des occupants. Donc on est le leader mondial de la construction durable. Et donc on est connu souvent pour nos enseignes commerciales. On a à peu près 80 marques commerciales en France. Donc des marques comme Isover, Placo-Plâtre, Point P, la plateforme du bâtiment, CDO, une multitude d'enseignes et d'entités donc qui produisent des matériaux avec des usines en France. On a à peu près 80 usines en France et de la distribution de ces matériaux à travers des négoces en matériaux. Et on a à peu près 2200 points de vente en France. On dit souvent qu'il y a plus de points de vente Saint-Gobain que de McDo en France. Donc vous voyez, ça fait un périmètre d'activité assez large pour Saint-Gobain et qui nécessite du coup, pareil, une couverture en termes de recrutement tout aussi assez large. On recherche à la fois des ingénieurs pour nos usines, mais aussi des commerciaux, des magasiniers, des caristes, et puis toute fonction support. Donc le périmètre de la cellule recrutement est varié. Et pour vous donner un ordre d'idée, on prévoit cette année, et c'est à peu près un volume qui se répercute chaque année, c'est à peu près 3600 recrutements CDI et CDD, et à peu près 1300 alternants. Et ça, chaque année qu'il faut renouveler les équipes, sur tout le territoire français. Donc une grosse, en plus, il faut couvrir tous les bassins géographiques. Voilà. Et puis pour me présenter, excuse-moi Mathieu, je vais aussi me présenter. Du coup, moi, je vous l'ai dit, j'ai rejoint l'équipe marque employeur il y a à peu près 1 an et demi. J'ai un background 100% Saint-Gobain. Je suis un pur produit Saint-Gobain. J'ai fait un cursus universitaire en RH. Et pour autant, j'ai tout de suite dévié sur d'autres missions que les ressources humaines. J'ai eu un parcours en communication et notamment en marketing. Ma dernière expérience était sur le marketing digital, marketing opérationnel. Et donc finalement, je rejoins l'équipe communication et RH avec toutes ces techniques marketing que j'essaye d'appliquer au quotidien, pour cibler, adresser mieux nos publics, essayer de faire de la personnalisation et du coup mettre les bonnes techniques pour les bons profils. Trop bien, merci Virginie. Marion, je te laisse te présenter. Bonjour à tous, donc Marion, moi ça fait maintenant 3 ans, presque 4, que j'ai rejoint Bouygues Télécom. Et auparavant, j'ai eu un parcours en société de service, donc j'ai fait quasiment 15 ans en société de service avant de rejoindre Bouygues Télécom. Finalement, le marketing candidat, on connaît bien en société de service parce qu'il faut attirer ces candidats, parce qu'on est nombreux sur le marché à vouloir les attirer. Donc on a déjà cette sensibilité, je pense, du volume, ça c'est sûr, mais aussi de marketing en fait, et de vouloir attirer ces candidats. Je suis arrivée au sein de Bouygues Télécom, donc après ce contexte que tu nous as bien partagé.
Je suis arrivée 1 mois avant le confinement. C'était une période d'intégration sympathique, clairement. Et puis donc voilà, je vous en parlerai un petit peu plus tard de ce qui s'est passé par la suite. Bouygues Telecom, bon, je pense que tout le monde connaît. Alors si vous avez des problèmes de réseau, c'est pas de ma faute, mais on peut en discuter. D'ailleurs, c'est un vrai sujet pour nous. Je sais pas si quand on appelle les candidats, non, on n'est pas là pour vous proposer un autre forfait ou un autre téléphone. Ça fait partie de notre quotidien. Aujourd'hui, on a des chiffres de recrutement qui sont un petit peu moins importants que Saint-Gobain, mais aujourd'hui, on est sur à peu près 2000 CDI, CDD, et puis environ 500 apprentis, stagiaires et alternants. Sur les CDI, CDD, on en fait pas mal, puisqu'en fait, dans les boutiques, notamment, on recrute beaucoup de CDD, à peu près 700 par an, notamment sur les périodes d'été et les périodes de Noël, pour venir renforcer les équipes dans les boutiques. Et après, on va avoir des postes, donc, à la fois en ingénierie, sur le réseau, sur la partie informatique, SI, et puis toutes les fonctions support, marketing et commercial qu'on pourrait avoir à la fois dans le B2C, mais dans le B2B. Et bizarrement, tout le marketing qu'on applique à nos clients, on avait du mal à l'appliquer avec nos candidats, mais on en parlera ça juste après. Merci beaucoup. Arnaud, je te laisse te présenter. Oui, bonjour à toutes et à tous. Donc, je m'appelle Arnaud Gien Pavliki, ça c'est pour faciliter la lecture de ce truc bizarre, difficile à prononcer. Je suis chez Decathlon depuis bientôt 2 ans. J'ai rejoint en mars 2022 Decathlon par la filière digitale, où j'étais à la fois recruteur opérationnel et également en charge de tout ce qui optimisait les outils pour passer à l'échelle avec une grosse crise de croissance. 400 embauches en 2022, 600 en 2023, 800 cette année, avec un contexte également international de scale. Depuis juin cette année, je suis passé au niveau groupe, dans le cadre d'un gros projet de transformation de toute la fonction RH de Decathlon Monde, puisqu'on va revoir du sol au plafond les rôles, les process, l'organisation RH, les outils, les systèmes, tout ce qui fait fonctionner la boîte. En parallèle, Decathlon revoit son target operating model, commerce, supply chain, donc grosse transfo en tout cas pour les 3 à 4 prochaines années pour l'entreprise. Et j'ai un vilain mot en termes de job, je suis groupe process owner, donc moi je suis en charge de faire atterrir la vision stratégique de notre DRH groupe avec l'ensemble des pays en écrivant des process, mots bizarres chez Decathlon, process, et puis de remettre à plat notamment tous les outils qui permettent notamment de passer à l'échelle expérience candidat. Pour poser le cadre de Decathlon, c'est plus de 3 millions de candidatures dans le monde. C'est une entreprise de 110 000 salariés dans le monde au travers de 70 pays. Decathlon recrute tous les ans 95 000 personnes. Dans ces 95 000 personnes, on a 38 000 CDI, 10 000 stagiaires. Si on fait un focus sur la France, on est sur à peu près 29 000 salariés. On recrute 20 000 personnes tous les ans. Petit point d'ADN assez fort sur Decathlon. Pour résumer, Decathlon, c'est une entreprise sportive donc, qui fonctionne un peu comme une secte. On n'a que des gens qui aiment le sport, on fabrique des équipements sportifs, on les distribue, on les vend. On accompagne tous les sportifs de Teddy Riner aux sportifs du dimanche comme moi. Donc on a des métiers extrêmement riches et différents. On est une des boîtes qui a une des marques employeurs les plus fortes dans pas mal de pays européens, ce qui n'est pas toujours le cas dans d'autres pays sur lesquels notamment on s'implante et on cherche à se développer. Gros point fort aussi chez nous, et c'est une chance, parce que je n'ai pas toujours vécu ça dans mes précédentes expériences, nos candidats sont avant tout des prospects et des clients pour la marque commerciale, de manière directe ou indirecte.
Ça veut dire que chez Decathlon, on a le collaborateur au centre et on cherche à lui faire vivre une expérience de vie au travail qui soit la plus épanouissante, du côté un peu secte aussi, et en essayant de réduire les écarts entre ce que la plupart d'entre nous avons vécu et pouvons vivre aussi aujourd'hui, à savoir, quand une entreprise veut me vendre des choses, on me bichonne, et le jour où je me dis, bah tiens, cette boîte, elle a l'air sympa, j'ai envie d'y travailler, et là, je vis un parcours de Cro-Magnon, et je vis une vie un peu de schizophrène, et on est plutôt bon, en tout cas en France, pour arriver à réduire cette inéquité d'expérience. On a un vrai sujet pour arriver à le scaler dans le monde entier. En tout cas, c'est une obsession assez saine chez nous. Et autre caractéristique de Decathlon, c'est qu'on a un historique d'entreprise très décentralisé, où le premier recruteur de l'entreprise, c'est le manager, c'est pas le RH. Les équipes recrutement sont relativement jeunes, puisque côté Decathlon Digital, quand moi j'ai été recruté, j'étais le 4e recruteur, aujourd'hui ils sont 23. Côté retail, puisque du coup Kamel, lui, est seul retail et la logistique pour la France, les équipes de recrutement ont à peu près 4 ans. Et on a notamment des produits extrêmement non scalables, avec des vraies problématiques de data, d'expérience, de mesure de l'expérience, et on a un grand enjeu de transformation là-dessus. Trop bien. Merci beaucoup pour ces présentations. Du coup, vous le voyez sur les 3 entreprises qui sont là, il y a des cultures à la fois retail d'un côté, mais avec des métiers spécifiques de l'autre, à la fois des niveaux de maturité différentes dans les cultures d'entreprise sur la considération du collaborateur et surtout la considération du candidat. Est-ce que, si ça vous va, on va découper la suite en 2 étapes, parce qu'il y a toujours un peu la face nord de l'Everest, c'est de 1, faire les constats, et 2, de les faire adhérer dans l'entreprise. Et de l'autre côté, comment est-ce qu'après, on déroule une stratégie et on remesure pour voir comment ça avance. Si ça vous va, on va attaquer sur un premier segment, c'est comment est-ce que vous avez fait vos différents constats en interne avec vos écosystèmes qui sont à des gradients différents chacun, et du coup, comment vous avez réussi à marketer en interne ces constats, les porter, et convaincre même jusqu'au top management ou jusqu'à la direction de vos entreprises, pour pouvoir après, dans l'étape 2 qu'on verra ensuite, dérouler une stratégie et regarder comment ça s'est amélioré. On attaque comme ça? J'ai le micro, je commence. Très bien. Donc en fait, on a eu quand je suis arrivée donc au sein de Bouygues Télécom, déjà c'était aussi une création de poste, et donc c'était une équipe recrutement qui venait juste de voir le jour. C'est pareil, c'était les premiers recruteurs chez Bouygues Télécom après cette période notamment compliquée sont arrivés en septembre-octobre 2019. Donc moi je suis arrivée début 2020. Et en fait, c'était les RH opérationnels qui faisaient du recrutement et qui en font d'ailleurs encore aujourd'hui, puisque on n'a pas encore fini notre transformation, mais j'en parlerai après. La première année, j'avais des objectifs de 450 recrutements sur les fonctions techniques notamment. Gros enjeu là-dessus, et puis bon, il y avait une certaine tension entre nous et les RH. C'était pas toujours très sain comme on pourra couper ça d'ailleurs si diffusé. Enfin bref, ça n'a pas toujours été facile. Mais on y est arrivé, on a réussi à atteindre ces objectifs-là. Et puis, on se rendait bien compte quand même qu'on ne faisait pas tout correctement, clairement. Et notamment, on s'en est rendu compte parce qu'on a des candidats qu'on recontactait via LinkedIn et qui nous disaient « Bouygues Télécom, ah non, moi plus jamais en fait ». Bon, d'accord. On a eu des candidats qui nous disaient aussi, après des process recrutement, alors là, moi, je vais directement résilier mon forfait. Et c'est là où on s'est dit, finalement, cette porosité entre nos candidats et nos clients, elle existe. Et ben, en fait, ça a été vraiment comme une petite lumière qui s'est allumée dans la tête dans ma tête déjà, et puis dans celle de Julie, qui est ma responsable. Et puis, on s'est rendu compte que cette petite lumière, clairement, n'était pas beaucoup à la voir. Donc là,
Là, on avait Choose My Company. Bon, globalement, on n'a pas l'agrément. Enfin, on peut pas le montrer. Hein. Notre note n'est pas au niveau, clairement, encore aujourd'hui. Donc, il y a aussi ces retours, ces KPI qu'on pouvait analyser sur le fait que, clairement, on n'y était pas. Et on s'est dit, il faut faire quelque chose. Donc, on a commencé, nous, et déjà, mon équipe et moi, à en parler autour de nous. Et puis, en fait, on s'est rendu compte que c'était pas suffisant. Il n'y a pas une prise de conscience au-dessus de nous sur le fait qu'il y avait vraiment un besoin de refondre notre politique de recrutement. Donc là, on a fait deux choses. On a fait deux choses. La première chose, c'est qu'on a été chercher des sponsors en interne, donc des gens au niveau du COMEX, au niveau des comités directionnels, qui étaient en phase avec nous sur le fait qu'il y avait un réel besoin et que cette porosité entre nos candidats et nos clients, elle était réelle, et que si aujourd'hui on ne faisait pas quelque chose, en fait, tout le travail des autres équipes de Bouygues Telecom qui sont là pour effectivement avoir de plus en plus de clients, on se tirait une balle dans le pied quand, avec nos candidats, on ne faisait pas les choses correctement. Deuxième chose, une fois qu'on a trouvé ces sponsors, donc on a eu une personne, clairement, hein, on n'a pas forcément, après il faut aller chercher haut, mais une seule personne, ça a suffi. En fait, cette personne-là, elle a demandé à ce qu'on ait un audit d'une société externe, que je citerai pas parce que je n'ai pas trouvé que leur audit était terrible, donc comme ça, on pourra en parler autour d'un café s'il y a besoin. Mais donc, il y a eu un audit externe qui a été fait pour donc analyser toute notre activité recrutement. Audit qui a duré 6 mois, et là, constat, c'est effectivement, il n'y a pas de politique, c'est pas harmonisé, parce qu'on est nombreux à recruter entre les talent acquisition et les RH opérationnels qui continuent de recruter. Il y a des boutiques, il y a les centres d'appel, il y a effectivement après toutes les directions que j'ai citées aussi tout à l'heure. Donc ça fait à peu près 55 personnes qui recrutent. On va dire une dizaine de talent acquisition et 40-45 RH qui recrutent en parallèle de nous, qui recrutaient. Donc là, constat qu'il faut absolument uniformiser ce qu'on souhaite faire et de mettre des objectifs par rapport à ça. Là, on a mis des groupes de travail en place, composés de RH, de managers également, et de talent acquisition. Ce groupe a travaillé pendant à peu près 6 mois sur aujourd'hui, qu'est-ce qu'attend un candidat et qu'est-ce que nous, on veut mettre en place. Alors, ça a été compliqué parce qu'en fait, on arrivait toujours à atteindre nos objectifs de recrutement. Parce qu'on s'appelle Bouygues Telecom, parce qu'on a un certain nombre quand même de candidatures, on reçoit à peu près 300 000 candidatures par an. Donc après, c'est pas que des candidatures qualitatives. Et puis après, on avait une super équipe de talent acquisition avec des sourceurs, également en plus en RPO. Petit clin d'œil d'ailleurs à Kemra qui est là dans la salle aujourd'hui, qui a bossé avec moi en tant qu'RPO pendant quelques années. Et vraiment, on arrivait à atteindre nos objectifs. Donc ça a été compliqué pour certains de se dire, pourquoi mettre une politique en place si de toute façon on arrive à atteindre nos objectifs. Et donc là, il y a eu un gros travail là-dessus et une politique qu'on a mis en place à part. Donc on a orienté à la fois objectif mais également expérience candidat. Donc on viendra après dessus. Et puis déploiement de cette politique, et j'en parlerai après peut-être, parce que là je commence à me dire beaucoup de choses. Alors je crois qu'il n'y a plus de piles sur celui-là, mais je vais profiter des 2 secondes que j'ai. Effectivement, le soutien COMEX, c'est je pense une des clés à aller chercher, et d'avoir un constat objectif de où est-ce qu'on en est sur l'expérience candidat. Est-ce que, juste sur ce cheminement pour faire accepter le fait de faire l'audit, c'est parce qu'il y a eu le soutien COMEX qui était business, du coup, j'imagine? Ce soutien et en fait avoir aussi une voix extérieure. C'est-à-dire que, je sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais on a beau dire de temps en temps, là c'est le feu, là c'est le feu, là c'est le feu, tant que c'est pas quelqu'un de l'extérieur qui arrive avec sa casquette et qui dit, là quand même c'est le feu, et tout le monde dit, ah ouais quand même c'est fou, hein. On n'avait pas vu. Mais bon, ça arrive, voilà. Il faut l'accepter, c'est difficile, c'est parfois difficile d'ailleurs, hein. Personnellement tu te dis, mais attends, ça fait 3 ans que je dis que c'est le feu, je comprends pas, mais voilà, c'est comme ça. Ouais. Et donc, pour aller le faire adhérer, pour qu'il tape du poing sur la table en disant il faut aider les recruteurs, il faut aider les RH, c'était quoi la corde sensible qu'il a fallu activer pour réussir à ce qu'il monte sur le sujet? Alors, c'était quelqu'un qui était dans la société depuis très longtemps, donc clairement, Bouygues Telecom, c'était un peu son bébé. Et vraiment, cette corde sensible
quand on lui a dit, mais en fait, tout le travail que tu fais aujourd'hui pour avoir, donc lui, il était sur la partie réseau, donc avoir un meilleur réseau pour pouvoir gagner des clients et proposer à nos clients un réseau optimum, ben en fait, quand nous on recrute et qu'on fait passer une mauvaise expérience à nos candidats, en fait, on détruit petit à petit tout ce que toi tu mets en place. Et ça a été un vrai déclic. Ok. Hyper intéressant parce que du coup, c'est applicable dans chacune des entreprises d'aller trouver le bon levier, le bon interrupteur en fait pour pouvoir déclencher l'action et l'aide de sociétés extérieures pour venir juste redire ce que les RH et les recruteurs disaient déjà. En fait, c'est aussi ça qui marche. Ok. Trop bien. Virginie, tu prends la suite? Donc nous, chez Saint-Gobain, on a fait 2 constats avec l'équipe marque employeur et recrutement. Le premier, c'était d'une part que Saint-Gobain doit faire face à un double enjeu, un déficit de notoriété et d'attractivité, on en a parlé, en externe. Pour autant, quand les nouvelles recrues rentrent chez Saint-Gobain, découvrent notre projet d'entreprise engagé, la diversité des métiers, les parcours de carrière, l'accompagnement qu'on offre aux collaborateurs, finalement, elles se projettent dans l'entreprise et veulent absolument rester. Et du coup, on a une marque employeur qui est hyper forte en interne. Et marque employeur qu'on mesure avec clairement une étude qu'on fait tous les ans avec un cabinet externe. On parlait de Choose My Company. Cette année, nous avons été premiers. Donc on est monté sur la plus haute marche du podium pour le label Happy Trainees auprès de nos alternants. Donc en fait, on a des super indicateurs internes, mais en externe, ça pêche. Donc ça, c'était le premier constat. Donc on s'est dit, d'une part, il va falloir poursuivre nos efforts de communication et finalement s'appuyer sur nos collaborateurs ambassadeurs. Donc là, on a mis des pratiques d'employee advocacy. On essaye de construire notre discours autour de ces distinctions, de ces KPI qui sont bons et du coup, faire de nos collaborateurs vraiment les meilleurs ambassadeurs. Le deuxième constat, c'est que finalement, on avait une stratégie sourcing qui était à peu près la même pour tous nos métiers. Or, comme l'a dit Mathieu, chez Saint-Gobain, on recrute sur une diversité de profils et on a notamment les métiers de la distribution avec des profils de commerciaux, vendeurs conseils, on cherche des magasiniers et puis de l'autre côté des métiers très techniques. Ça peut être vraiment des ingénieurs dans nos centres de recherche, ça peut être aussi des équipes des profils pour venir renforcer les équipes IT, digitales, sur la cybersécurité. Donc en fait, et on avait une stratégie sourcing qui était la même pour tous. Donc là, en fait, on a décidé d'adapter de plus en plus notre sourcing et nos process de recrutement en fonction finalement des métiers et des populations qu'on adresse, de façon à faire vivre une expérience candidat qui finalement est la plus adéquate à la population ciblée. Je vous donne un exemple, mais clairement pour les cadres qui ont avec de la technicité, un profil assez technique, on va faire appel à notre cellule de recrutement interne, on va faire de la chasse, on va utiliser LinkedIn, on va faire appel à nos partenariats avec nos écoles cibles. Au contraire, pour des métiers de la distribution, on va plutôt faire appel aux missions locales. On va faire des ciblages via les réseaux sociaux sur des zones géographiques bien ciblées, puisqu'on couvre tout le territoire en France, dans des bassins d'emploi parfois où il y a de la pénurie d'emploi. On va créer des viviers, on va activer des viviers, notamment sur la population commerciale qu'on va animer, et ainsi de suite. Donc en fait, l'idée, c'est vraiment de faire du marketing RH et d'adapter notre sourcing en fonction des profils et de ne pas avoir une même stratégie sourcing. Et puis du coup, on se donne aussi le pouvoir de tester. Ça, c'est un peu la chance qu'on a chez Saint-Gobain, c'est qu'on nous donne l'occasion de faire du test and learn, de faire des POC, de voir si ça marche. Et si ça marche, tant mieux. Et si ça marche pas, c'est pas grave, on a le droit à l'erreur. Et du coup, de se dire que on teste sur une population, on voit les mécaniques et on les reproduit ou non sur d'autres populations. Et puis pour faire adhérer, tout simplement, on co-construit cette stratégie sourcing avec tous les niveaux hiérarchiques chez Saint-Gobain. On essaye de faire adhérer
On explique, on passe beaucoup de temps à faire de la pédagogie sur le sourcing. Alors un truc qui marche bien aussi, c'est qu'on fait payer le sourcing aussi aux entités Saint-Gobain. Au moins, ils s'en intéressent aussi. Quand voilà, on essaye de décentraliser au maximum la stratégie sourcing pour appliquer tous les niveaux et faire en sorte que nos choix soient les plus partagés et adhérés possibles. Trop bien. Deuxième stratégie, du coup, faire adhérer le business, faire adhérer les équipes opérationnelles au process de recrutement, parce qu'en fait, c'est eux qui sont touchés en premier lieu par le manque de main-d'œuvre et le besoin de recrutement. Et du coup, actionner ce levier auprès des équipes terrain, c'est aussi un très bon moyen de pouvoir les déclencher des actions sur le plus global, sur la partie recrutement et sur les spécifiques. Arnaud, autre culture, autre ambiance. Oui, autre ambiance. Chez nous, on n'a pas besoin de convaincre le COMEX que des candidats ou des candidats sont des clients. D'ailleurs, dans tous les outils, quand on met des guidelines pour l'ensemble des managers, on marque bien, attention, 95% de nos candidats sont avant tout des clients de Decathlon. Et j'ai la chance de rencontrer des personnes qui sont plus picousées à l'expérience candidat que moi. C'est bizarre, parce que c'est la première fois de ma vie que ça m'arrive. Donc ça, c'est top. Parmi les enjeux qu'on a, et peut-être la chance qu'on a, c'est que Decathlon a une forte attractivité, notamment sur la France, et on est une entreprise française à la base. On a atteint des limites dans la capacité de recruter, notamment sur le bassin lillois, puisque Decathlon est une entreprise du Nord. Lille est l'équivalent de Rome pour les Italiens, mais à l'échelle de Decathlon. On a eu un gros défi, et qui est toujours le cas sur la partie digitale, puisque autant Decathlon, marque de sport, est très connue, ce que fait Decathlon d'un point de vue digital et technologique, c'est une autre paire de manches. Donc là, on s'est pris de manière différente pour pouvoir adresser cette population-là. Notamment, on a ouvert des hubs tech à Paris. Moi, quand je suis arrivé, j'étais le 15e du hub, on est 300 aujourd'hui. À Nantes et à Lyon, mais dans une plus petite mesure. Et puis on commence à s'internationaliser, notamment à Amsterdam et bientôt sur l'Inde. Les défis qu'on a. Premier défi, le changement des générations, le rapport au travail qui a complètement changé. Génération Y, fin de la schizophrénie. Déjà moi à l'époque, j'en avais marre d'être traité un peu comme un schizophrène. Et aujourd'hui, en fait, globalement, c'est ma vie perso, et en fonction de ma vie perso, je vais faire des choix pro. Et puis avec la génération alpha qui va arriver, en fait, on cherche à vivre des tranches de vie qui nous satisfait. Puis ensuite, on va bouger. Ça, c'est un vrai défi sur l'expérience candidat, mais l'expérience employée. Dans les challenges qu'on a, c'est le recrutement. C'est la première porte d'entrée dans une entreprise. On n'a qu'une seule chance de faire bonne impression. Si on ne fait pas bonne impression, c'est perdu. On cherche à mesurer, notamment, qu'est-ce qu'on fait vivre à nos candidats, parce qu'on a tous plus ou moins, au doigt mouillé, l'impression qu'on fait des choses bien, et quand on commence à rentrer dans les outils, là, c'est une paire de manches. Donc ça, c'est un premier défi. Pour vous donner un ordre d'idée, chez Decathlon, beaucoup d'Excel sheets. Beaucoup. Quand je suis arrivé côté Decathlon Digital, on a commencé sur Excel sheet, on s'est dit 400, 600, 800 en 3 ans, on veut mettre en place un ATS. Aujourd'hui, j'ai ouvert la boîte des ATS, on avait depuis d'années 21 ATS différents. Que pour 40 pays sur les 70, ça veut dire qu'il y a plein de pays qui sont dans le dur avec toujours Excel sheet. Ça, c'est super. Avec la transmo, on va passer de 18 à 3. Extrêmement compliqué d'avoir des métriques pour pouvoir suivre notamment la progression. Ce qu'on a fait notamment côté digital, on a travaillé sur des personas
On a retravaillé l'ensemble des processus de recrutement et l'expérience à chaque étape d'entretien. On a formé de manière systématique l'ensemble des managers et des intervieweurs qu'on suit à la culotte et qu'on forme régulièrement sous forme de recyclage. On a ouvert l'accès et on partage l'accès à la donnée avec l'ensemble des personnes qui interviennent sur le process de recrutement. Sur notamment notre ATS, on a un tableau de bord, on a nos objectifs de taux de réponse, de vitesse de retour candidat, de nombre de scorecards à remplir quand on finit un entretien. Et on mesure tout ça avec l'ensemble des managers. Et on a mis en place notamment une stratégie de NPS où chaque candidat qui sort de process de recrutement reçoit une enquête de satisfaction, ce qui nous permet de collecter de la data et de la partager avec tout le monde. Ça, c'est pour le digital, c'est canon. Il y a encore plein de choses à faire. Mais côté, je dirais, pays, là, il y a beaucoup de choses à faire. Merci à Yago pour nous aider notamment à progresser. Mais on a un vrai sujet, y compris sur l'expérience employée, puisqu'on est une entreprise qui mise beaucoup sur ce qu'on appelle des parcours zigzag. On peut faire plein de carrières différentes. Moi, je suis d'ailleurs en train de changer de métier, puisqu'avant, je faisais du recrutement dans le dur. Aujourd'hui, après m'être plaint pendant des années d'avoir des outils de merde pour faire mon métier, aujourd'hui, je construis des processus et des outils de merde que je déploie à l'ensemble de mes coéquipiers. Donc c'est cool. Il y a c'est une vraie magie cette boîte-là, au-delà du côté secte, côté fun, côté sportif. C'est extraordinaire comment les gens sont engagés. Cette boîte, elle tient sur les gens et pas sur Excel sheet, vous l'avez compris. Et donc, comment on va arriver à transformer ça pour qu'on puisse devenir un employeur global qui propose une expérience consistante à ses employés. Donc, ça veut dire accès aux autres comptes internes, de pouvoir avoir des recommandations personnalisées, organiser des talent pools, mettre en place notamment des équipes de sourceurs qui n'existent aujourd'hui que sur la partie digitale, et puis de pouvoir, dans l'amélioration continue, de manière obsessionnelle, commencer à le faire pour d'autres sujets. Trop bien. Donc en fait, il y a déjà cette culture du candidat initié chez Decathlon, et il y a la logique de globaliser maintenant et de généraliser des bonnes pratiques, même sur des pays qui partent de très 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 loin. Est-ce que peut-être vous voulez réagir chacun les uns les autres sur les enjeux des uns? Ou pas forcément, on peut attaquer sur les suites. Pas de piège. Ouais, pour respecter le timing, de toute façon, il faut qu'on avance aussi. Et est-ce que sur... Donc, on a à peu près la photo de départ chez chacun, quels ont été les constats et quels ont été les modus operandi pour forcer tout le monde à faire le constat. Comment on déroule après? Comment on avance? Comment on arrive à justement passer à l'action? Souvent, on entend le seul point, l'action et le remède pour solutionner un problème. Comment est-ce qu'on passe à l'action? Comment est-ce qu'on avance? Alors, donc comme je le disais, donc après cet audit, en fait, il y a eu un constat qui était là. Il y a eu plusieurs actions qui ont été... Enfin, il y a une action d'abord qu'on a faite, c'est vraiment ce groupe de travail. Et ce groupe de travail, c'était super important parce que ça permet d'embarquer tout le monde. Comme je le disais, il était composé à la fois des RH opérationnels, de managers et de talent acquisition. Ça permet de se mettre d'accord sur ce qu'on a envie de faire et d'embarquer en fait les gens dans les décisions aussi qu'ils prennent, puisque c'est des décisions qui sont prises d'un commun accord. Donc on était à peu près une dizaine de personnes dans ce groupe et tout le travail qui a été fait a donné naissance finalement à une politique de recrutement. Donc qu'est-ce qu'on a mis finalement dans cette politique de recrutement? On a déterminé tous ensemble à la fois ce qu'on voulait en termes de délai, c'est-à-dire combien de temps on met pour répondre à un candidat qui postule. Est-ce qu'on répond à tous les candidats, puisqu'on fait partie de ces fameuses sociétés où dans notre ATS on a merci d'avoir postulé, si au bout de 3 semaines vous n'avez pas reçu de retour de notre part, veuillez considérer
votre candidature comme négative. Donc déjà, c'est des questions bêtes, mais en fait, il faut vraiment se les poser, reprendre tout le parcours du candidat et se dire qu'est-ce qu'on fait à chaque étape. On se met des objectifs en termes de délai, en termes de réponse, en termes de posture aussi. Alors la posture, c'est quoi? C'est là, on est parti des enquêtes internes et ce qu'on peut voir, c'est que les gens, l'ensemble des collaborateurs de Bouygues Télécom sont très contents d'être au sein de Bouygues Télécom, ils sont fiers d'être collaborateurs. Et donc, on est aussi reparti de ces enquêtes. Qu'est-ce qui fait qu'on est fiers d'être au sein de Bouygues Télécom? Pour se dire, ça, en tant que recruteur, en tant qu'RH opérationnel qui recrute et qui fait ce fameux premier contact auprès de nos candidats, on doit l'incarner. On doit incarner cette posture auprès de nos candidats. Donc déjà, on a mis également ça à place. C'est-à-dire, quand on dit qu'on est bienveillant, qu'est-ce que ça veut dire avec le candidat? C'est quoi la bienveillance avec le candidat? Quand on est proactif, qu'est-ce que c'est la proactivité avec un candidat? Donc tout ça a été réfléchi. Donc on a mis en place, on a écrit cette politique de recrutement, 50 pages. C'est mon livre de chevet, j'en suis super fière. Moi, je suis pas la seule. Hein. mais c'est vraiment important, c'était d'écrire les choses. Et après, la formation dont tu parlais, c'est de se dire, maintenant qu'on a écrit des choses, il faut, ça résonne un peu, non? Ouais. Maintenant qu'on a écrit des choses, il faut que tout le monde soit au courant et soit en phase avec ce qu'on a décidé. Et là, on a formé à la fois les populations RH et actuellement, on est également en train de former les managers. Donc, c'est quasiment 1200 managers à former. Ça prend du temps. On sait qu'on n'aura sûrement pas fini fin 2024, mais on fait les choses petit à petit. Qu'est-ce qu'on a mis en place? On a eu la chance aussi de pouvoir mettre des nouveaux outils. C'est-à-dire que, par exemple, sur la cooptation, en tant qu'expérience coopteur et coopté, on n'y était pas. On a pu constater, c'était faire un petit peu à l'ancienne, c'est-à-dire qu'on avait un CV qui était déposé sur le bureau du RH ou un CV qui était envoyé d'une boîte mail et qui passait, alors déjà côté RGPD, on n'y est pas trop, mais donc là, on a travaillé notamment avec une structure on travaille avec une structure qui s'appelle Basile, et là-dessus, qui nous a clairement aidé sur cette amélioration de l'expérience coopté-coopteur, et ça s'est tellement bien passé qu'aujourd'hui, on les a aussi mis sur la mobilité interne, donc qui nous permettent aussi de travailler sur la mobilité interne, parce qu'on oublie parfois les candidats internes, donc sur la mobilité, et là, c'est pareil, en termes d'expérience, on n'y était pas complètement. Je voulais juste revenir sur le fait d'avoir attaqué par la sensibilisation et la formation des managers. Le volume de managers à former est quand même assez impressionnant. Il y a souvent la sensation dans les équipes de recrutement qu'on croise que c'est un truc sans fin, où c'est sans cesse, où il faut repicouser tous les 3 mois pour éviter qu'ils oublient. Comment est-ce que vous avez structuré ça sur la récurrence, sur la formation, sur le format? On a mis 3 étapes en place. La première étape, c'est un e-learning. Sur ce e-learning, on va retrouver 3 grands modules. On a fait un e-learning très court parce qu'on sait en plus que les managers, ils ont du mal à trouver du temps dans leurs agendas. Ces modules, globalement, toute la formation e-learning, c'est 1h20. Le premier, c'est quelle est la politique de recrutement de Bouygues Télécom et pourquoi on l'a mis en place. Donc déjà, c'est dire ce qu'on met en place et donner du sens. La deuxième chose, c'est le cadre légal, puisque ce qu'on a pu aussi constater dans nos enquêtes candidats, c'est les questions discriminantes qui sont pas là pour être malveillantes, mais en fait, ils sont pas forcément au courant que poser des questions sur la vie privée du candidat, même si c'est pour être bienveillant pour créer ce fameux lien qu'ils essayent de créer avec ces questions-là, en fait, non, ça ne se fait pas. La question des hobbies, aujourd'hui, non, on ne pose plus de questions sur les hobbies. C'est un choc pour beaucoup de candidats, de managers. Donc voilà, c'était déjà leur donner ces informations-là, plus le 3e module qui sont sur des techniques de recrutement. Donc là, on va parler d'entretien semi-structuré, de questions comportementales et de raisonnement. On n'est pas sur la méthode SMART pour les réponses, mais on est sur une méthode qui est similaire, qu'on appelle nous les 3C. Donc ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est du présentiel. Donc là, on les prend par groupe de 10, 12 managers et pendant une matinée. Et on fait donc une formation où on revient exactement sur les mêmes sujets que sur le e-learning, mais on vient approfondir. Notamment parce que
Une fois qu'ils ont fait le e-learning, ils disent non mais on peut plus rien dire en fait aux candidats. Comment je crée le lien? Comment je le connais? Ah bah oui, parce que forcément, en évaluant s'il fait du sport co ou pas, tu le connais beaucoup mieux. Mais vraiment, en fait, c'est une démarche, et en plus, ils ont tous eu finalement des habitudes sur ces sujets-là de rentrer dans des détails sur la vie perso des candidats. Donc, on passe beaucoup de temps là-dessus déjà. Et la deuxième chose, on revoit avec eux les questions comportementales parce que clairement, c'est pas intuitif la plupart du temps. Voilà, on a plutôt tendance à poser d'autres typologies. Donc, c'est de réussir à objectiver leur évaluation. Donc, on parle aussi des incidents critiques. Petit clin d'œil à LEDR qui nous... mais forcément, beaucoup de choses. Et pour cette picouse effectivement qu'il faut faire, c'est qu'en fait, ils sont accompagnés quand ils font un recrutement par le RH ou un talent acquisition. Et là, c'est au RH ou au talent acquisition de venir continuer à les accompagner au quotidien. C'est pas non, c'est acquis. En fait, nous, on a le nez dedans. En fait, on a l'impression que c'est intuitif. Forcément, c'est notre métier. Et donc, se poser avec le manager pour lui dire est-ce que pour toi, c'est OK? Comment tu évalues tes candidats? On se met d'accord sur les critères qu'on évalue ensemble. On va pouvoir croiser les regards. Tout ça, ça permet de repicouser au fur et à mesure du temps. Ok, merci beaucoup. C'est plus concret et du coup, c'est plus facile de se projeter sur comment est-ce qu'on passe à l'action sur la formation manager. Tu veux prendre la suite? Oui, en fait, je vais compléter également sur cette partie-là parce que nous, ça faisait partie également des sujets dans la mise en place, en effet, d'actions correctives sur l'expérience candidat. Il y a bien sûr la formation et le coaching des recruteurs et des managers. Et nous, chez Saint-Gobain, toute la cellule de recrutement est objectivée sur ça, c'est-à-dire qu'il doit former l'interne sur le recrutement, donc autour des thématiques du recrutement sans discrimination. On organise également des ateliers d'entretien inversé. Souvent, on se met à la place du candidat et on pose les questions aux recruteurs sur Saint-Gobain. Donc, on leur a fait aussi un catalogue de preuves marque employeur pour les aider du coup à argumenter sur, par exemple, en quoi je contribue moi dans mon métier à la construction durable. Quels sont les process RH que vous avez mis en place chez Saint-Gobain? Comment vous travaillez la mobilité interne? Qu'est-ce que vous faites justement en termes de diversité et d'inclusion? Comment vous gérez l'équipe vie pro, vie privée. Donc tout ça, on a essayé de vraiment apporter le maximum de faits concrets et d'accompagner nos managers dans cette bonne appropriation de ces preuves marque employeur. Et puis après, en fait, on a travaillé tout le parcours candidat, on l'a découpé, on a regardé tous les irritants et on a essayé de poser des actions correctives sur chacune de ces étapes. Alors ça passe bien sûr par de la marque employeur, on l'a vu, on a une marque employeur interne qui est très forte chez Saint-Gobain, mais finalement qui ne réagit pas en externe. Donc on a beaucoup travaillé sur les avis, sur Glassdoor, sur donner la parole à nos collaborateurs. On a retravaillé aussi nos offres d'emploi. Donc là, on a un nouveau template d'offres d'emploi où on travaille beaucoup plus sur le contenu autour de avec quelle équipe le collaborateur va travailler, quels vont être les avantages sociaux auxquels il va avoir droit. Enfin, on a essayé d'être le plus précis possible pour lui apporter des éléments de réponse. Ensuite, on a diversifié nos méthodes de recrutement. On a mis en place, on a testé des nouvelles actions. On a un petit jeu de cartes de recrutement qui nous aide aussi à créer un dialogue avec le candidat. On a testé des actions avec Pôle emploi autour du sport pour recruter des collaborateurs à travers les soft skills. Donc on a testé aussi des nouvelles méthodes de recrutement. Et puis bien sûr, quand on a quand on est en process avec un candidat, on essaye également de travailler les viviers, l'animation des viviers. Donc là, on fait appel à Iago, bien sûr. Et puis on apporte des réponses personnalisées à nos candidats, même quand ils sont pas retenus. C'est quelque chose qu'on a mis en place cette année avec Iago, et c'est vrai que ça a travaillé autant la marque employeur que en interne. On a essayé de le valoriser aussi pour montrer que c'est important d'avoir un candidat heureux même non retenu. Donc c'est quelque chose qu'on a travaillé de plus en plus. Et puis en fait on essaye aussi de personnaliser, comme je vous l'ai dit, au mieux les process en fonction des métiers et d'avoir une expérience candidat
la plus simple pour le candidat. Par exemple, là, on essaye de les capter via les réseaux sociaux. Donc, on produit des contenus, on les adresse à travers les réseaux sociaux et en fait, on essaye d'avoir une expérience conversationnelle au sein même du réseau social. C'est-à-dire que le candidat peut répondre à travers sa messagerie privée, TikTok, Instagram, et répondre à une candidature via le réseau social, de façon à ne pas le sortir de son environnement et aller au bout de la démarche, lui simplifier au mieux la candidature. On fait même de la candidature sans CV pour essayer d'aller au plus simple pour le candidat et optimiser le process. Et puis bien sûr, comme l'a dit Decathlon, on a également un NPS, c'est-à-dire que nos recruteurs sont évalués autant par nos clients internes, donc les managers qui confient leur poste, que par les candidats externes avec un questionnaire de satisfaction et un NPS qui est étudié et communiqué en interne pour valoriser l'équipe recrutement. J'ai plein de questions qui me viennent. J'ai Inès qui me tient sur le timing par WhatsApp. J'ai plein de questions sur comment est-ce que donc, le découpage en petits chantiers, en petites briques, et de prendre les irritants un par un et de trouver des solutions à chacun, c'est une méthodologie qui est utilisée dans l'UX, dans plein de sujets, et en fait c'est encore applicable côté recrutement. Mais je vais juste faire un micro-focus sur comment est-ce qu'on arrive à faire accepter des managers et des recruteurs de se faire évaluer par leurs candidats. Parce que pour moi, c'est une pratique où ça a été longtemps, comme c'était, et on va le voir, ça fait lien avec l'étude IFOP juste après, ça a été longtemps le recruteur qui avait la main. Il se considérait comme étant injugeable et inévaluable de la part du candidat. Comment est-ce que culturellement, on arrive à insuffler une culture du NPS où le recruteur et le manager sont évalués par le candidat? Je pense que c'est dans la culture de Saint-Gobain depuis bien longtemps. Comme je vous l'ai dit, on fait en fait une étude interne aussi avec Ipsos depuis 20 ans sur les pratiques RH. On évalue nos managers, on évalue déjà en interne. On s'auto-évalue déjà en tant que collaborateur et on évalue nos équipes de direction. Donc je pense que c'est un peu dans la culture du groupe d'aller recueillir l'avis et d'avoir des indicateurs de mesure pour performer toujours mieux. Donc j'ai envie de dire ça a été plutôt bien accueilli et assez naturel dans l'idée que pour mieux faire, il fallait avoir des indicateurs de mesure et puis après ça dépend aussi la communication qu'on en fait, l'accompagnement qu'on en fait, comment on évalue ces chiffres, comment on les partage, comment on les travaille. Enfin derrière c'est pas quelque chose qu'on c'est pas le bâton pour se faire battre, voilà. C'est quelque chose qui est aussi co-construit avec nos équipes. Insuffler de la culture de l'amélioration plutôt que de la culture du coup de bambou si jamais on n'est pas aux Exactement. Arnaud? Je vous dirais que chez nous, ce qui est un peu particulier, que je trouve assez sensationnel, c'est que les équipes recrutement, c'est pas un cabinet interne de recrutement et nos clients sont les managers. Ça n'existe pas chez nous. On est deux acteurs responsables et on est deux acteurs qui vont apporter de la valeur à un candidat qui a une expérience chez nous. Ça change complètement le rapport. Donc on se challenge là-dessus. Le fait de partager la donnée et d'avoir des comités de pilotage, notamment tous les mois et tous les trimestres, où on partage les retours des candidats avec nos managers et nos intervieweurs, et on étudie notamment les verbatim, ça permet aussi de s'améliorer. Ce que je vais chercher à scaler dans 70 pays, c'est de pouvoir partager des indicateurs forts sur, on se met un objectif de NPS ou de vitesse de retour à un candidat. Moi, avec mon manager, j'en suis où par rapport à cet indicateur-là? On le fait déjà sur le digital. Et du coup, ça permet de bosser l'amélioration continue tout le temps et de monter sans arrêt le niveau d'exigence. Et c'est un peu une équipe de relais
ou le rapport entre le coach et le sportif. Il y a quelque chose de très tandem et de toute façon très collectif dans cette entreprise-là. Et sur donc, le fait de passer à l'action, une fois que, de ce que je comprends, c'est que c'est de l'amélioration continue et c'est culturel, ancré dans les veines de toutes les équipes Decathlon, sur ton projet de Big Bang et de rationalisation, comment est-ce qu'il va y avoir un chantier de faire adhérer les équipes opérationnelles pays par pays? Comment tu vas structurer parce que du coup, la logique, si je comprends bien, c'est Decathlon d'avoir une harmonisation, même une uniformisation de l'expérience candidat Decathlon à l'échelle du monde. Et donc, il y a une forte culture de l'adhésion, enfin, un challenge de l'adhésion des équipes opérationnelles dans l'ensemble des pays, entre ceux qui sont sur Excel et ceux qui sont sur des ATS qui fonctionnent déjà bien. Comment ça va se... Première chose qu'on a fait, j'ai commencé à fédérer les équipes recrutement de tous les pays pour bosser ensemble et se parler. C'est tout bête, hein, mais le United chez nous n'existait pas, quasiment pas. Il y a le DRH, il y a quelques équipes et aujourd'hui on est en train de se structurer, mais Decathlon, c'est chaque pays fait ce qu'il veut dans son coin, acheter ses outils dans son coin, ou n'avait pas d'outils parce qu'il ne pouvait pas se les financer. Donc le gros travail, c'est déjà de travailler en mode SaaS ensemble, d'être une communauté. Le modèle d'entreprise complètement décentralisé, ça a des atouts, mais on est arrivé, notamment en France, à un plafond de verre. 20% des candidats qui postulent, on n'arrive pas à leur répondre. Et encore une fois, les équipes recrutement chez Decathlon sont assez jeunes, 4 ans maximum. Donc, on est en train de se professionnaliser et de pouvoir être plutôt dans une logique, je dirais pas top-down, parce que ça marchera pas dans cette entreprise-là et c'est pas dans l'ADN et c'est pas ce qu'on veut. Mais c'est d'arriver à prendre des initiatives locales pour les passer à l'échelle, pour en faire bénéficier tout le monde. On est plutôt dans ce rapport-là. Et puis, recruter, c'est un métier aussi. Surtout que tous les pays galèrent à recruter dans le monde. Et la chance qu'on a, c'est que l'ensemble des équipes recrutement localement ont touché du doigt les limites de leur modèle. Donc, ils sont tous on fire sur on y va. Et dans le cadre de ce projet de transformation RH, on a un peu bataillé pour dire qu'en fait, la transformation RH, c'est pas que la RH, c'est aussi le recrutement. C'est marrant parce que d'habitude, le recrutement est mangé par les ressources humaines et là, c'est un peu le contraire. Ne nous oubliez pas. Parce que même si la transformation RH, c'est un projet aussi data-centric, nous, on embauche 95 000 personnes dans une boîte de 110 000 permanents tous les ans. Donc, on pèse un peu dans le game. Donc, ça aussi, c'est important. Donc, on va retravailler et tuer les 21 sites carrières différents, avoir un site carrière monde, retravailler toute cette expérience-là avec des ATS et pas que des ATS pour améliorer les choses, et travailler un peu en mode SaaS. Ça paraît un peu bizarre de le dire comme ça, mais travailler en communauté talent pour avoir des initiatives locales ou avec plusieurs pays qui peuvent passer à l'échelle par la suite. Ok, hyper intéressant. Enfin, ton job me fait rêver. Je te confirme, je kiffe ma race. Si je veux pouvoir respecter le timing, on va devoir passer un peu au mot de la fin. Si vous avez juste un petit mot de conclusion, chacun sur comment on chemine et quels sont les résultats. Et après, de toute façon, à peu près tout ce que vous avez dit va être corroboré par l'étude IFOP 2024 à la Conservant. Donc je vous laisserai après même réagir un peu dans la présentation des chiffres, parce que ça va un peu dans la droite ligne de ce que vous venez de dire tout à l'heure. Est-ce que, un mot de conclusion? Pour conclure, la notion d'expérience, elle est aussi très individuelle. Les gens n'attendent pas forcément des choses du recrutement d'une entreprise par ailleurs, parce que ça fait des années qu'on les déçoit les uns après les autres, génération après génération. Donc en fait, un peu d'amélioration apporte beaucoup de lumière. Donc, concentrez-vous sur votre problème numéro 1,
taclez-le, ensuite vous attaquerez le deuxième. Encore une fois, un peu d'amélioration apporte beaucoup de positif dans votre écosystème. Donc allez-y, allez-y à fond la forme, n'est-ce pas? Difficile de passer après toi. Donc nous, là, ce qu'on peut voir, c'est que nous, on a une organisation un peu comme Saint-Gobain, c'est-à-dire qu'on a réussi à s'organiser avec des équipes talent acquisition, des RH opérationnels qui, en fonction des métiers, l'organisation permet de répondre aux besoins de recrutement. Ce qui est important, c'est qu'on a mis plein de choses en place. Il nous reste encore des choses à mettre en place. Donc, ce côté, à la fois, j'analyse, je comprends là où sont mes pain points et je les attaque les uns après les autres parce que quand on fait tout en même temps, c'est compliqué. Ça, c'est hyper important. Je te rejoins dessus. Et après, c'est vraiment aussi la continuité et l'animation, c'est-à-dire que alors nous, on n'a pas une capacité à... J'entendais tout à l'heure, vous disiez que vous partagiez des KPI à l'ensemble des managers ou autres, ou des RH. Nous, on n'a pas des outils qui nous permettent de faire ça. Donc typiquement, on va plutôt animer en faisant des newsletters. Ça, je pense que les newsletters, ça a à la portée de tout le monde. Alors, faut mettre quand même des KPI en place par rapport à ce qu'on souhaite évaluer, donc les objectifs qu'on s'est donnés, mais ces KPI, en fait, il faut pas les garder pour soi, il faut vraiment se marketer aussi en interne. Et ça, je pense que c'est hyper important. On a tendance à ne pas le faire. Typiquement, moi, ça a été, je pense, un de mes pain points au début, c'est de crier, de dire, ah ça y est, on a mis plein de choses en place, super, ça va dérouler derrière. Et en fait, si on n'est pas là dans cette animation constante, de communiquer sur les verbatim choose my company, qu'ils soient positifs ou négatifs. En plus, c'est anonyme, donc ça ne permet pas de désigner qui est pas bon et qui est bon. Mais d'être dans cette animation constante, je pense que c'est important, il ne faut pas l'oublier. Je finirai avec deux petits conseils. Tout d'abord, être à l'écoute, à l'écoute des candidats, mais aussi à l'écoute des acteurs du marché, de d'autres acteurs du marché. Nous, chez Saint-Gobain, on ne prétend pas tout savoir et tout savoir faire. Donc, en fait, on fait appel aussi à des prestats, on fait appel à des agences qui sont parfois spécialisées sur un petit morceau de l'expérience candidat, mais finalement qu'on leur confie et qui font bien et qui font sûrement mieux que nous en interne. Donc faut savoir benchmarker, faire de la veille, s'intéresser du coup aux nouvelles technologies qui arrivent sur le marché. C'est hyper important, je trouve, d'être toujours un petit peu, avoir un temps d'avance et de faire ce travail de veille. Et le deuxième conseil, c'est d'avoir une cohérence entre l'interne et l'externe. On ne dira jamais assez, mais je pense que pour avoir une bonne expérience candidat, il faut avoir une bonne expérience collaborateur. Et que ce qu'on vend en externe, il faut que ça soit réaliste en interne. Il faut faire ce qu'on dit et dire ce qu'on fait. Donc en tout cas, je pense qu'il faut un parfait alignement entre l'interne et l'externe. On va avoir un temps pour que chacun puisse poser leurs questions autour d'un café à nos trois intervenants, mais même en discuter entre vous après.